RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et sur RFI. Et ce soir, nous recevons Fabrice Leggeri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur de Frontex, l'agence européenne des frontières que vous avez dirigée pendant 8 ans, de 2014 à 2022. Et vous êtes désormais en 3e position sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Vous avez démissionné de Frontex en avril 2022. Votre gestion de l'agence était critiquée à ce moment-là par notamment un rapport de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. Est-ce qu'il y a dans votre engagement politique une forme de revanche ? Ce n'est pas une revanche, mais c'est la poursuite de la mission qui était la mienne, celle de conserver la protection des frontières au niveau européen. En réalité, parce que j'ai voulu contrôler les frontières avec les États membres, la Commission européenne, et notamment la commissaire, Madame Johansson, avait une divergence de vue là-dessus, et elle était plutôt la porte-parole des ONG. Elle m'avait dit, dès 2019, votre métier, votre rôle comme garde-frontière, c'est de laisser rentrer les migrants et de les accueillir. Vous n'avez pas besoin d'un corps européen avec uniforme et armes à feu. Et donc, à partir de ce moment-là, on m'a fait un procès en sorcellerie. Il y a eu des images, vidéos fournies par la Turquie, relayées par des ONG, relayées par des journalistes financés par Soros, qui ont déclenché une tempête, je dirais, ensuite d'investigations et d'attaques de toutes sortes. Mais en fait, je fais partie des personnes qui sont persécutées pour avoir voulu contrôler les frontières de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, je rejoins le Rassemblement national parce que je pense que c'est le seul parti en France qui est capable de s'opposer à cette véritable submersion migratoire que connaît notre pays et que connaît le continent. Mais je m'engage aussi aux côtés du Rassemblement national parce que je crois que sa conception de l'Europe est la bonne pour les Français, mais aussi pour tous les peuples d'Europe. Alors, vous n'aviez jamais envisagé de rejoindre éventuellement les Républicains ? Les Républicains m'avaient demandé si un jour je serais intéressé. Moi, je leur ai dit que j'avais 2 objections. La première, c'est que je ne suis pas favorable à Mme von der Leyen comme présidente de la Commission européenne. Or, les Républicains font partie du Parti populaire européen au Parlement européen, dont est issue Mme von der Leyen. Et je leur ai fait aussi observer que j'étais vraiment partisan de méthodes plus fermes en matière de gestion des frontières. Et le Rassemblement national a un programme qui me paraît absolument le seul capable de répondre aux défis. Alors, vous parliez des critiques contre votre gestion de Frontex et il y a quelques jours, une plainte a été déposée contre vous par la Ligue des droits de l'homme et l'association de défense des migrants Utopia 56, plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de crimes de torture. Ce sont donc des accusations extrêmement graves. Les plaignants vous accusent d'avoir participé, soit en les facilitant, soit en les couvrant, au refoulement d'embarcations de migrants par les autorités grecques vers la Turquie, ainsi qu'à des interceptions par les gardes-côtes libyens d'embarcations de migrants qui tentaient de rejoindre l'Italie. Vous ne niez pas, Fabrice Leggeri, que des bateaux aient été refoulés, mais votre ligne de défense, si j'ai bien compris, c'est de dire que vous n'avez fait que respecter et appliquer les procédures. C'est ce que vous dites ? Oui, alors moi je voudrais replacer ça dans le contexte politique tout d'abord. Les ONG, depuis des années, me mènent une guerre depuis 2017 en réalité parce que j'ai affirmé que l'agence... Et cette guerre, elle était menée contre vous personnellement ? Non, elle était menée... Ou contre Frontex ? Contre Frontex, c'est-à-dire contre le fait que Frontex soit une agence de garde-frontières et de garde-côtes, donc plutôt quelque chose qui ressemble à une agence de police. Donc il y avait toujours, je dirais, des doutes pour certains qui considéraient que ça devait être plutôt une espèce de partenaire des ONG, une espèce de partenaire humanitaire. C'est la voie
qu'il a emporté avec la commission de Mme von der Leyen et surtout la commissaire Johansson après 2019. Mais depuis 2017, alors que dans le développement de l'agence Frontex et du corps européen, j'affirmais de plus en plus le mandat, je dirais, de créer une sorte de police des frontières européennes qui aide les États, ça a déplu beaucoup. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de voir que les ONG, depuis de nombreuses années, ont commencé par dire qu'il fallait arrêter de criminaliser le franchissement illégal des frontières. Donc progressivement, vous avez le droit européen, puis le droit français, qui est devenu de plus en plus doux vis-à-vis des franchissements illégaux des frontières. Vous avez eu ensuite des revendications pour dire qu'il ne faut pas criminaliser la solidarité avec les migrants. Et maintenant, on en arrive au point où les mêmes à l'extrême gauche qui crient que la police tue sont aussi ceux qui, aujourd'hui, essaient de faire prendre acte que le garde-frontière est quelque chose de criminel. Est-ce que vous n'avez pas été, à minima peut-être, dans une application des procédures, dans une politique qui, en respectant éventuellement strictement le droit, a manqué d'humanité ? Non, pas du tout. Entre la Turquie et la Grèce, en mer Égée, la géographie permet de faire ce qu'on appelle des interceptions, c'est-à-dire que quand les autorités grecques, les gardes-côtes grecs, suspectaient certains bateaux de se livrer à des trafics illicites, en l'occurrence le trafic d'êtres humains, ils utilisaient la procédure du droit européen et du droit de la mer qui permet de faire des interceptions. Et une interception maritime, ça permet de notifier à des personnes et à un bateau qu'il n'a pas le droit d'entrer dans les eaux territoriales ou qu'il n'a pas le droit de s'y maintenir s'il est déjà entré. Par ailleurs, en Méditerranée centrale, entre la Libye et l'Italie, Frontex a organisé des échanges d'informations pour sauver des vies. Moi, je rappelle que l'agence a effectivement travaillé en conformité avec le droit international, puisqu'à partir de 2019, la Libye a créé une zone de secours maritime de responsabilité libyenne. Ça a été enregistré et ça n'a pas été contesté, donc au niveau international, à l'agence maritime internationale. Et l'obligation était faite à Frontex, en cas de détection avec nos avions ou avec nos drones, d'embarcations en difficulté dans la zone de secours maritime de responsabilité libyenne, nous avions l'obligation internationale, juridique, de notifier au centre de coordination maritime de Tripoli qui était payé par l'Union européenne. Et je dirais que si nous ne l'avions pas fait, à ce moment-là, ces personnes n'auraient pas pu être sauvées parce que c'était des personnes qui étaient souvent très proches de la Libye. Il n'y a jamais eu, dans la manière dont vous avez mis votre politique en œuvre, une dimension personnelle qui aurait répondu aux convictions que vous assumez maintenant au grand jour en rejoignant le Rassemblement national ? Moi, j'ai d'abord choisi le service public pour faire mon métier, c'est-à-dire exercer des missions régaliennes. Je l'ai fait depuis de nombreuses années au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. Je l'ai fait aussi dans la préfectorale. Je l'ai fait 7-8 ans à la tête de l'agence Frontex. Et ce que j'ai constaté, c'est que finalement, il y avait une certaine limite dans l'action qu'un fonctionnaire pouvait avoir, même avec des responsabilités élevées, lorsque des responsables politiques vous demandent de trahir la mission. Parce que la commissaire Johansson qui me dit le rôle des gardes-frontières, c'est de laisser rentrer les migrants, c'est de les accueillir, parce que l'Europe est un continent vieillissant et que ça vous plaise ou non, nous devons les accueillir. C'est un programme de peuplement, de colonisation de l'Europe par des migrants. C'est quelque chose qui est tout simplement la trahison de l'objectif européen, de ce projet européen qu'était l'espace de libre circulation Schengen. Valérie Hillier, qui est la tête de liste Renaissance pour les élections européennes, a dit il y a quelques semaines que le pacte asile-immigration, qui a été adopté la semaine dernière, allait marquer vraiment, modifier vraiment la situation. Avec ce pacte, a-t-elle dit, il n'y aura plus de Lampedusa dans l'avenir. Vous n'y croyez pas du tout, vous êtes très pessimiste à l'égard des effets de ce pacte. Est-ce que malgré tout, il ne va pas un peu améliorer les choses ? Non, ce pacte asile-migration est mal conçu. C'est pour ça que le Rassemblement national a voté contre la plupart de ses dispositions. Il est mal conçu parce qu'il ne traite pas le problème à la racine. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des centaines de milliers de migrants qui sont livrés
tous les ans à des trafiquants d'êtres humains qui ensuite se retrouvent en danger sur les mers à travers le Sahara et dans d'autres contrées du monde dangereuses. Et ces personnes viennent sur le territoire européen physiquement. Et sous prétexte qu'il y aurait peut-être quelques demandeurs d'asile parmi ces centaines de milliers de gens, la Commission européenne, les ONG et maintenant le pacte asile-migration nous dit on va regarder la situation de toutes ces personnes. Or, le pacte ne permet pas de faire ce que préconise le Rassemblement national, qui serait de donner la possibilité à une personne qui est vraiment en besoin de protection internationale d'aller demander l'asile dans le consulat de pays européens le plus proche de chez elle, ou en tout cas sur sa route avant d'être obligé d'arriver en Europe. Ce serait là une vraie preuve d'humanité qui permettrait de sauver des vies. Et d'un point de vue des gardes-frontières, ça éviterait de se retrouver chaque année avec des centaines de milliers de personnes qui ensuite sont très rarement renvoyées dans leur pays. Regardez le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français. À peu près 80% ou 90% des demandeurs d'asile sont déboutés et ensuite, il n'y en a même pas 1 sur 10 qui est effectivement reconduit dans son pays. Jordan Bardella n'a pas été très actif pendant son mandat européen, puisque le nombre d'amendements qu'il a déposés est extrêmement faible. Je crois que c'est de l'ordre d'une vingtaine. Est-ce que les élections européennes sont autre chose qu'une sorte de caisse de résonance pour les ambitions nationales du Rassemblement national ? Alors, d'abord, je voudrais rectifier. Jordan Bardella a fait des amendements qui étaient importants. Et on ne mesure pas l'activité de parlementaires européens au nombre d'amendements que leurs assistants parlementaires, je crois que certains groupes, notamment à gauche, font au kilomètre des amendements pour déplacer des virgules. Donc il faut se méfier un petit peu des statistiques. Jordan Bardella a toujours été présent, a le plus fort taux de présence lors des votes en plénière. Mais je crois que ce qui est important, c'est que l'élection européenne de 2024, c'est véritablement un choix, c'est un référendum qui est offert aux Français pour savoir quel type d'Europe ils veulent. Il y a soit la continuation de l'Europe de Macron, qui est l'Europe d'un État européen centralisé, qui efface la souveraineté nationale de la France et des autres pays. C'est avec Macron et von der Leyen plus d'impôts, ils veulent des impôts européens, ils veulent maintenant une défense européenne, ils veulent une armée européenne. Il y a le pacte vert qui est extrêmement punitif, donc qui fait qu'on n'arrive plus vraiment à produire sur le territoire français ou en Europe. Donc l'autre alternative, c'est l'Europe du Rassemblement national, c'est l'Europe portée par Jordan Bardella. C'est une Mais vous Europe... savez que vous ne serez pas majoritaire au Parlement européen. Nous pouvons avoir vous pouvez renforcer votre présence avec des partis amis, mais pas devenir majoritaire. Nous pouvons avoir une grosse minorité de blocage, et je pense que ce serait un grand changement. Et d'ailleurs, les bien-pensants qui se coalisent, qui se sont jusqu'à présent toujours coalisés au Parlement européen, donc le centre-droit du Parti populaire européen et les socialistes, voire avec le renfort, bien sûr, des macronistes du centre et des Verts, tous ces gens-là se sont coalisés pour en fait nous donner le pacte asile-migration qui aujourd'hui, il faut que les Français le sachent, va forcer la France à répartir des migrants qui sont arrivés illégalement, les répartir dans les campagnes. Mais l'élection européenne, c'est le choix entre l'Europe de Macron ou l'Europe du Rassemblement national, c'est-à-dire une Europe de la coopération entre les nations, c'est-à-dire une Europe qui va protéger les Français et les Européens, une Europe où on pourra à nouveau produire économiquement de la richesse, et une Europe qui va également nous permettre de repartir de l'avant dans le respect des peuples. Alors, protéger contre cette submersion migratoire, protéger en cessant tous ces accords de libre-échange qui font entrer des marchandises en compétition totalement déloyale avec nos industriels, mais aussi, bien sûr, avec nos agriculteurs. C'est aussi une Europe qui protège parce que nous voulons sortir l'agriculture de ces accords multilatéraux. Nous demandons l'exception de l'agriculture. Les accords de libre-échange. Oui. Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on parle un peu de Sciences Po. Oui. Concluez en quelques mots sur ce que vous disiez. Mais la production, c'est par exemple venir au juste prix de l'électricité pour que les industriels puissent produire à juste prix, au lieu d'avoir l'électricité double que ce qui est aujourd'hui calculé selon les méthodes de la Commission européenne. C'est aussi revenir à une écologie raisonnable
qui ne soit pas punitive, qui n'ait pas de conséquences de réduction de la production agricole. Et puis, c'est le respect des peuples, c'est-à-dire redonner la voix aux citoyens, c'est-à-dire empêcher que la Commission européenne prenne tous les pouvoirs, ce qui est le cas aujourd'hui avec Mme von der Leyen sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Et donc, c'est remettre la Commission européenne à sa place d'être une espèce de secrétariat administratif des coopérations entre les nations. La crise à Sciences Po n'en finit pas. Elle s'étend même désormais à plusieurs établissements Sciences Po à travers le pays. Il se dit que le président de la République pourrait s'exprimer prochainement sur le sujet. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État doit s'impliquer personnellement dans ce dossier ? Écoutez, du point de vue du Rassemblement national, ce que nous considérons, c'est que toute cette crise et toute cette agitation doit appeler la plus grande fermeté. Fermeté administrative, des autorités administratives qui gèrent les Vous voulez parler de sanctions contre les élèves, que ce soit Sciences Po, sanctions contre les agitateurs. Je ne sais pas si ce sont toujours des élèves, mais en tout cas, ce sont quelques agitateurs qui prennent en otage des étudiants, qui prennent en otage des lieux d'enseignement supérieur, que ce soit Sciences Po ou que ce soit d'autres universités. Donc il faut des sanctions administratives et puis il faut aussi une fermeté politique. Or aujourd'hui, on n'a pas vraiment vu le gouvernement être extrêmement ferme. Donc peut-être qu'avant qu'on monte au président de la République, je ne sais pas, on n'a pas vu vraiment Qu'est-ce que révèle cette crise selon vous ? Cela révèle que depuis le 7 octobre, eh bien, il y a une vague profonde... 7 octobre, date de l'attaque du Hamas contre Israël. Il y a une vague profonde d'antisémitisme, de haine d'Israël, qui est diffusée par des organisations d'extrême gauche. Et le Rassemblement national, évidemment, condamne fermement toute forme d'antisémitisme. Le Rassemblement national rappelle le droit d'Israël à la sécurité et rappelle également que le préliminaire au dépôt des armes au Proche-Orient, c'est aussi d'abord le retour des otages. N'oublions pas que là, il y a eu effectivement une tragédie, qu'il y a eu 1400 victimes en Israël lors de cette barbarie commise par le Hamas, qui est une organisation terroriste. Et donc, il ne faut pas oublier cela, il ne faut pas inverser les rôles. Très rapidement, la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, et Rima Hassan, qui figurent sur la liste des Insoumis pour les Européennes, ont été entendues toutes les deux aujourd'hui par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'encadrement de la parole publique des responsables politiques ? Au Rassemblement national, nous sommes favorables toujours à la liberté d'expression, notamment dans le cadre politique. Mais bien entendu, ça doit se faire dans le respect des lois. Ça doit se faire dans le respect de l'ordre public. Donc lorsqu'il y a des réunions, style ce qui se passe à Sciences Po ou ailleurs, lorsqu'il y a des réunions qui débouchent sur des troubles graves à l'ordre public avec des violences physiques ou verbales contre des personnes, évidemment nous sommes contre. Et puis s'il y a des personnes qui font l'apologie du terrorisme, cela doit être condamné et c'est d'ailleurs prévu par les lois de la République. Merci Fabrice Leggeri, merci d'avoir suivi cette émission qui donc est arrivée à son terme. Merci à Flore Simon et Sigrid Azerwal qui m'ont aidé à la préparer et à la semaine prochaine. Très bonne soirée.